Bonjour, bonjour France. Oui. Studio Lacan a le plaisir, disons même l'honneur, d'accueillir pour son émission d'aujourd'hui le professeur René Friedman. Pionnier de la procréation médicale assistée en France, la dite PMA, il publie un livre en ce début d'année sous le titre qui, venant de lui, a de quoi marquer et pèse de tout son poids, La tyrannie de la reproduction. Pour son divan dans le monde, Studio Lacan en reprend le titre, suffisamment explicite, tout autant que de sa plume, il est riche d'interrogations et de questionnements à propos desquels nous avons hâte de pouvoir échanger avec lui. Nous recevrons ensuite, pour notre actualité de la psychanalyse, notre collègue psychanalyste Angèle Terrier, avec qui nous aborderons, en guise de complément à notre discussion initiale, la question de l'enfant dans le discours analytique et l'orientation lacanienne. Quid de la psychanalyse avec les enfants? Y a-t-il d'ailleurs une psychanalyse d'enfants? Allons-y. Professeur René Friedman, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui sur ce plateau de Studio Lacan. Vous êtes médecin de la reproduction, vous êtes ancien chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Vous êtes ancien membre également du comité consultatif national d'éthique. Actuellement, vous êtes consultant à l'hôpital Foch à Suresnes et votre nom est associé à des avancées majeures de la médecine de la reproduction. La plus connue, bien entendu, c'est la naissance en 1982 de Amandine, donc le premier bébé éprouvette en France, donc c'est-à-dire la première naissance après fécondation in vitro. Alors, vous êtes resté à la pointe toujours de ces avancées médicales et de la recherche, et c'est la recherche que vous évoquez, d'ailleurs dans ce livre donc qu'on voit ici à l'antenne, La tyrannie de la reproduction, publié chez Odile Jacob en début d'année. Alors, je voudrais, pour lancer la discussion, peut-être soulever ce qui m'est apparu comme un paradoxe. On vous a sans doute déjà fait la remarque, mais ça m'a beaucoup frappé en vous lisant. Dès les premières pages de votre livre, vous parlez de votre expérience clinique, donc lorsque vous recevez ces couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et vous parlez du non que parfois vous leur adressez, et dont vous pouvez dire que parfois, ce non, il peut les soulager. Vous avez pu le remarquer à de nombreuses reprises. Il y a ce nom, et on entend ce nom, effectivement, dans le titre que vous avez choisi, et on entend ce nom plus généralement, on va dire, dans votre livre. Et pour autant, moi, je vous associe plutôt à un oui, celui qui a pu dire oui, justement, qui non seulement a permis tout un tas de bébés de venir au monde, etc., mais même dans vos engagements, vous êtes quand même plutôt du côté du oui, me semble-t-il. Et juste pour en donner un exemple pour nos auditeurs, je pense à la tribune que vous avez publiée, vous étiez 130 à la signé cette tribune qui est parue dans Le Monde en 2016. Et je voulais juste citer le début de cette tribune. C'est vraiment une phrase choc, il me semble. Vous dites, vous avez signé cette tribune, « Nous, médecins, biologistes, reconnaissons avoir aidé, accompagné certains couples ou femmes célibataires dans leurs projets d'enfants dont la réalisation n'est pas possible en France. » Et là, vous détaillez donc les différents points. Mais effectivement, c'était le oui au carré, là, parce que c'était presque un oui un peu de transgression, puisqu'à l'époque, vous disiez oui à des choses pas possibles en France. Vous évoquez la transgression, et je dirais que toute cette démarche, c'est
on est confronté à une transgression. Ne serait-ce que la fécondation in vitro, c'est-à-dire le fait de voir ce qui est invisible, de manipuler ce qui est intouchable. Donc déjà... Et de faire naître sans rapport sexuel, comme vous le, oui, comme vous le rappelez. Oui, la dissociation entre sexualité et reproduction. Donc, le fait d'avoir cette possibilité de manipuler l'embryon, donc le début du début, est quelque chose qui évoque vraiment une vraie transgression. Et en fait, dans ce rapport avec l'impossible qui devient possible, on s'aperçoit qu'il y a des extrêmes. C'est-à-dire, il y a des oui jusqu'où, et il y a des non à partir de quand. Et vous savez, parce que quand vous dites le oui, mais par exemple, j'ai aussi signé un des premiers manifestes sur le droit à l'IVG. Donc c'est aussi un non. Oui. Et en fait, on est confronté constamment, enfin non, à ce moment-là, de la venue au monde de l'enfant. Et on est confronté en permanence dans le métier très humain de la reproduction, justement à ces allers-retours, dans le temps, des fois chez la même personne, qui évolue dans son temps, soit même qu'on est confronté à des nouvelles techniques. Et je crois que c'est une largesse d'esprit qu'il faut avoir et savoir appliquer le cas par cas. Mais ce qui était dans ce courant depuis 40 ans, où à chaque fois on a des vrais progrès ou des pseudo-progrès, on peut y revenir dans ce domaine. C'est quoi un pseudo-progrès? C'est un progrès qui n'en est pas un, vraiment. Par exemple, les techniques d'ICSI que l'on fait pour la stérilité masculine sont très discutables. Aujourd'hui, à 60%, c'est pas du tout justifié. Enfin, voilà, on peut prendre un certain nombre d'exemples comme ça. Donc, dans cette situation, au cas par cas, on va être confronté donc à une demande irrésistible qui se fait fi de tous les obstacles réels ou pas réels, et d'autre part, je dirais, à des difficultés effectivement de considérer ça ne marche pas à tous les coups. Alors on descend un peu de son piédestal, le médecin un peu, beaucoup, passionnément, les compagnies pharmaceutiques aussi, le buzz médiatique aussi, et il faut faire se retrouver un peu ses petits, c'est le cas de le dire, dans cette situation. Ce qui est nouveau, avec l'évolution du temps, parce que c'est ça, d'abord, c'est que ce que j'ai voulu faire, c'est pas tellement revenir sur le passé, encore qu'on est obligé de savoir d'où on parle, mais surtout d'envisager ce qui nous attend comme nouveauté. Et je parle en particulier de l'utérus artificiel, du biobag, on va en parler, je suppose, des gamètes artificielles, du clonage. Tout ça, je dirais, et j'ai moi-même eu la surprise, parce que c'est pas tout à fait mon domaine. Moi, je suis plus clinicien, je fais de la recherche aussi, mais je suis plus clinicien. Mais de se rendre compte qu'il y a déjà des équipes qui sont pas mal avancées dans ces domaines un peu brouillards. Et donc j'ai voulu donner ces éléments de réflexion, parce que je crois que c'est important qu'on ne soit pas mis devant les faits accomplis, et qu'on prenne en compte à chaque fois que le possible est-il utilisable vraiment ou aliénable, je ne sais pas. Alors parmi tout ça, qu'est-ce qui est, si l'on peut dire, inquiétant à vos yeux? Ce qui est inquiétant à mes yeux, c'est l'utilisation faite l'utilisation de l'humain à ses propres fins, dans tout ce qui va être délétère pour l'enfant, qui peut être, façonné d'une certaine façon, en croyant qu'on peut le façonner, ou bien dans l'utilisation d'une tierce personne qui va être utilisée pour satisfaire ses propres désirs, ou bien encore la projection de soi-même et une montée en puissance de l'égoïsme et de l'individualisme avec, par exemple, le clonage, qui est l'autoreproduction. Oui. Donc, toutes ces notions-là, je dirais, mais surtout, l'utilisation d'une partie d'une personne à ses propres fins, et la commercialisation de cette activité. Ça m'inquiète beaucoup, et je vois, puisque je voyage pas mal et je connais pas mal de choses depuis 40 ans, qu'il y a quand même une poussée vers cet individualisme, vers cette maîtrise, je dirais, du désir du je.
Je le souhaite. Vous êtes... je me suis demandé d'ailleurs si c'était pas aussi ces transformations sociétales qui vous avez... qui éclairent, on va dire, les avancées de la médecine d'une autre manière. Tout à fait. La médecine, ce type de médecine ne se fait pas, même toute médecine, mais celui-là particulièrement en dehors de l'évolution sociétale. Voilà. Je veux dire, le manifeste que vous signiez, c'était aussi de se mettre en rapport avec l'évolution de la société, les femmes seules, les femmes en couple homosexuel, je dirais. Et il y a des choses qui sont demandées, qui ont été réalisées, et des choses qui sont demandées qui n'ont pas été réalisées, comme l'examen génétique de certaines situations. Oui. On pourrait y revenir. Oui, que vous avez dans le manifeste de 2016, vous le demandiez, ça. On le demandait, il n'a pas été retenu. Oui, en effet. Et donc, Yves parlait de ce qui n'était pas souhaitable. Vous êtes un adversaire de la GPA, oui. Par exemple. Oui. On parlait d'évolution sociétale. Il y a l'évolution. Vous parlez beaucoup de l'évolution du statut de la femme. Ah oui, c'est difficile quand même dans une société où on met en avant, je dirais, l'exploitation sous tous les angles de l'aliénation. C'est pas vous que je vais dire le contraire, de l'aliénation à l'utilisation. Et faire comme si, dans l'histoire de la GPA, ça n'existait pas. Oui. Parce qu'à chaque fois dans la GPA, on regarde toujours ceux qui vont profiter de cette situation pour peut-être élever un enfant, et on peut comprendre leurs difficultés. Je ne pars pas en guerre, hein, je veux dire, mais j'essaie de mieux comprendre, de mieux saisir. Mais par contre, on va utiliser le corps d'une femme et le commercialiser. Et c'est ce point-là qui me fait réagir. Parce que là, c'est sans fin, la greffe d'utérus dont j'ai une certaine expérience en France. Oui, c'est ça. Par exemple, est très cadrée. Elle pourrait aussi... Mais vous savez, toute la PMA est tombée aujourd'hui dans le monde, hein, essentiellement dans des groupes qui font des profits. C'est devenu très... Sauf en France, où on a... vous parlez beaucoup des noces, finalement, de la science et du capitalisme, là. Ah oui, là maintenant, c'est les grosses boîtes qui achètent les centres de par le monde, avec des chaînes qui se font. Pour la greffe d'utérus, par exemple, je cite d'ailleurs dans le livre... Peut-être expliquer, parce que nos auditeurs... moi, j'ai découvert ça, la greffe d'utérus. Non, vous avez raison. La greffe d'utérus, il y a une petite fille sur 5000 qui naît sans utérus. Ça se voit pas, elle va très bien, et puis au moment d'avoir ses règles, elle n'a pas ses règles, et on commence à voir que il lui manque l'organe utérin. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, la journaliste Virginie Mouza, qui parlait de ça. Oui. La femme sans qualité, ça s'appelle son livre. Absolument. Donc c'est une réalité dont peut-être d'autres recherches dont on reparlera essayent de comprendre le pourquoi du comment dans la formation des organes, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, quelles sont les solutions pour ces jeunes filles devenues jeunes femmes qui ont des ovaires mais qui n'ont pas d'utérus? C'est éventuellement de greffer un utérus. C'était l'idée proposée il y a une quinzaine d'années par l'équipe suédoise, Mats Rönnström, qui est un ami, qui a réussi cette greffe comme on greffe les autres organes. Simplement, d'où vient l'organe? De quelqu'un de la famille. De quelqu'un de la famille, avec les problèmes que peuvent poser les greffes d'organes intrafamiliales, et aussi, ça s'est développé d'une personne décédée, comme les autres greffes qui peuvent être réalisées. Donc on peut avoir une fille peut avoir la greffe de l'utérus de sa mère. Enfin, vous décrivez toutes ces situations. Sa mère qui en a plus besoin, quoi. Ben voilà, à partir de la ménopause, normalement, l'utérus n'a pas d'intérêt vital, c'est le moins qu'on puisse dire. Même au contraire, il peut avoir plutôt des effets délétères. De là à enlever les utérus tout le monde, non. À cet âge-là, je ne suis pas partisan. Mais je veux dire, on a participé en France, et il y a à peu près une soixantaine d'enfants qui sont nés, 170, qui sont nés après cette technique de greffe. Il y en a autant que ça. Ah oui. Pas compris. Ah oui, non, mais justement, c'est pour ça que dans le... Pardon ? Et c'est une greffe temporaire, vous décrivez. Alors, c'est une greffe temporaire, puisqu'il faut prendre un médicament, c'est ce que j'allais dire, il faut prendre un médicament anti-rejet. Mais à partir du moment où on n'a plus besoin de l'organe, parce qu'on a déjà eu un enfant ou 2 enfants, d'ailleurs, une des patientes françaises a eu 2 enfants à partir de cet utérus de sa mère greffé, et on lui a enlevé l'utérus après, parce que ce n'était pas utile qu'elle prenne les médicaments pendant...
Alors ce qui m'a frappé aussi à vous lire, c'est, au fond, vous décrivez tout ce que ça permet, et à l'occasion de dépasser l'impossible, mais vous tenez à lever le voile aussi, donc ça c'est le côté, je dirais, positif, heureux, mais vous tenez à lever le voile aussi sur, à l'occasion, la lourdeur des traitements que cela implique, et une sorte, vous dites, vous utilisez souvent le terme de nouvelle aliénation, au fond, que ça peut... C'est le principe même de la réflexion, à mes yeux. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Alors le progrès, on ouvre des portes, on permet de rentrer dans un chemin, mais on crée des problèmes. Il faut traverser des ponts, monter des montagnes, je ne sais quoi. Et dans tout ce qu'on fait, il faut réfléchir avant même que ça n'arrive, ou en tous les cas en même temps. Il faut évaluer, ce qui est très difficile parce qu'il y a tellement d'enjeux. Pour reprendre un peu une attitude générale que vous me posiez comme question au début, en fait, pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre? J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que dans ma pratique de clinicien, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de couples de femmes qui étaient prêtes à tout, comme on dit. C'est-à-dire, si je leur disais qu'il fallait faire 4 fois à genoux le tour du Sacré-Cœur, alors elles y allaient tout de suite. Une telle angoisse, une telle volonté qui arrive tardivement, parce que la société a changé, le désir d'enfant est beaucoup plus tardif, et donc tardif, ça veut dire que dans l'espace-temps, beaucoup plus restreint, donc plus difficile, la fenêtre de tir est limitée. Et des gens qui s'épuisent eux-mêmes, s'épuisent dans la relation de couple, et que parfois, le fait de pouvoir dire à un moment donné, attendez, peut-être qu'on reprend les choses, les objectifs dès le début, quelle est la place de l'enfant dans votre projection, et vous-même, enfin voilà, chacun a son histoire, l'histoire transgénérationnelle n'est pas loin, elle doit être aussi étudiée, et je veux dire, et parfois, pas toujours, parce que parfois il faut au contraire foncer, dire c'est maintenant, il faut y aller, vous avez une grande chance, il faut le tenter, n'ayez pas peur. Mais à l'inverse, parfois c'est non, il faut effectivement peut-être se poser la question de vivre autrement. Et on peut vivre autrement malgré tout le bruit de fond qui est donné ici et là. Oui, vous parlez du côté des femmes prêtes à tout, où vous situez ce moment de bascule lié à des conditions sociétales, sur lequel on pourrait revenir d'ailleurs, du désir d'enfant qui parfois trouvait sa limite à une revendication ou un impératif d'avoir un enfant. Effectivement, vous dites un enfant né d'un désir. Vous précisez ça dans votre livre, et ça n'est pas, c'est pas la même chose que se dire comme c'est possible, je vais le faire. Oui, la pression ou j'y ai droit parce que c'est remboursé par la Sécu et que je peux encore en avoir, même si vous me dites que j'ai 0%, j'y ai droit. Donc tout le rapport médecin-patient, je dirais, est un peu modifié dans cette attitude. Il faut renforcer le côté conseil et analyse au cas par cas. Peut-être ne pas avoir peur de prendre des distances de réflexion et peut-être de redémarrage, d'ailleurs, parce que personne n'est devin. On peut aussi se tromper, ça c'est sûr. Je me suis d'ailleurs sûrement trompé aussi dans mes analyses. Mais en tous les cas, on n'est pas un presse-bouton. On ne peut pas prendre une expression d'un désir. Alors c'est « je veux me faire ligaturer les trompes, je veux me faire une IVG, je veux un enfant », et vous... Allez-y. Oui, vous êtes là pour exécuter. Alors, c'est pas le fait d'exécuter, on peut exécuter avec brio et art. Mais je dirais c'est surtout le fait de correspondre vraiment où se trouve ce désir. Donc on est confronté à palper ce désir, ce qui n'est pas facile. Ben non. Vous avez des mots forts parce que sur la question de, puisque c'est de plus en plus, enfin on a reculé de plus en plus l'impossible, vous dites automatiquement ça a versé sur un droit. Ce qui est possible est devenu un droit. Et donc, vous questionnez de façon même forte ce concept de droit à la parentalité. Vous dites même, le droit à la parentalité, pour moi, c'est bullshit. C'est-à-dire que, oui, enfin, on peut pas naviguer sur un droit, on peut naviguer sur un souhait et surtout une conscience. Vous savez, alors je vais vous donner des chiffres. Il y a une étude très intéressante que je cite d'ailleurs, qui est que 6000 personnes qui frappent à la porte du gynécologue sont suivies pendant 8 ans. Qu'est-ce que sont devenues ces 6000 personnes? Eh bien, c'est devenu la moitié
à des enfants par fécondation in vitro ou traitement. Donc vous parlez de couple infertile quand vous dites couple infertile qui frappe avoir gynéco. Donc il y a donc la moitié pour qui l'enfant est venu après un traitement médical, une moitié, 11% naturellement, malgré voilà, 11% par adoption et 25% restent sur le carreau. Je veux dire que c'est aussi, on est confronté, et on ne peut pas l'esquiver, à la notion d'échec définitif. Alors on croit toujours que les progrès de la médecine vont résoudre tout, mais ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler des choses un peu nouvelles, parce que ça vient renforcer cette idée que tout est possible. Alors en plus, telle actrice à 50 ans, voilà, donc c'est pas forcément que ça vient par un don d'ovocytes, mais on le subodore, évidemment. Donc il y a toute une campagne, si vous voulez, qui arrive tard dans la vie sociétale aujourd'hui, parce que le désir d'enfant vient trop tard. Alors ça, effectivement, c'est un point que d'ailleurs le président Macron, avec son plan contre l'infertilité, l'idée c'est d'essayer d'arriver à informer les femmes, c'est ce que vous dites, informer les femmes sur justement cette période où elles sont les plus fertiles. Je me demandais justement si vous pourriez peut-être nous dire un mot parce que nous on entend ça dans nos cabinets, ces femmes, moi ça me frappe, jeunes, 28 ans par exemple, pour moi c'est jeune, qui me disent je vais faire congeler mes ovocytes, c'est même d'ailleurs payé par ma boîte. Enfin, je parle de filles en France, et voilà, et parce qu'elles n'ont pas encore rencontré un homme avec qui elles n'ont pas rencontré, on va dire, un partenaire, et donc j'ai été saisie par ça, par cette possibilité qui leur est offerte et dont elles usent jeunes, vraiment jeunes. Alors, l'autocongélation des ovocytes pour les femmes est quelque chose qui a été inventé, vous savez, pour les femmes qui avaient un cancer. Oui. Donc on est parti de cette base-là, et effectivement, heureusement, un certain nombre sont guéris, et ces traitements détruisent la fonction ovarienne, mais le fait qu'elles aient conservé des ovocytes leur offre une possibilité d'être mère et guérie. Et quand même pas inintéressant. Ensuite, l'extension peut se faire, effectivement, dans un problème de société, quand une jeune femme, pas trop jeune à mes yeux, mais je veux dire autour de 32, 33, n'a pas de projet immédiat, surtout avec qui, elle peut effectivement congeler. On ne peut pas le mettre valable pour tout le monde, parce qu'il y a quand même une explication, c'est pas si simple, ça marche pas à tous les coups, et c'est assez lourd à réaliser. Et voilà, et c'est pas du tout sympa. Non, c'est une fécondation, une fécondation in vitro, avec stimulation. Celle qu'on dit, le parcours de combattant, c'est la même, c'est le même parcours. Mais il n'y a pas le même objectif immédiat, mais c'est le même parcours. Donc, c'est une arme intéressante, pas à galvauder, et surtout à prendre le temps de bien l'appliquer. Là, c'est vrai qu'il y a une poussée, tout le monde a été surpris, depuis que ça a été autorisé, il y a une poussée importante. Alors il y a peut-être une accumulation, si vous voulez, de frustration, mais il y a une demande importante d'autoconservation. Oui, alors j'ai discuté avec un médecin qui me disait qu'il y avait des listes d'attente très longues, parce qu'ils alors là, d'où la question d'ouvrir, y compris d'ailleurs dans le privé, pour pouvoir absorber cette demande dans des conditions contrôlées. Alors c'est une question difficile en même temps qui noue différents facteurs, parce que vous êtes très attentif et très, vous accompagnez tout le mouvement d'amélioration des conditions de la femme, dont vous décrivez très bien qu'elle était avant complètement dévouée à la reproduction et n'avait pas d'autre statut. Donc vous accompagnez ça, et en même temps vous disiez à un moment à quel point vous avez été étonné, par exemple sur la question de l'utérus artificiel, dont vous dites ça c'est pas encore pour demain, mais dont vous décrivez toute quand même comment je dirais toutes les potentialités de cette découverte. Ouais. Voilà, vous étiez étonné lors d'un congrès, je pense. François Héritier, et puis... voilà, comment... et c'était à Sciences Po, qui ont toujours été particuliers. Comment il y avait une majorité de femmes qui voyaient ça comme un avenir qui améliorerait leur... Il y a tout un courant de féministes, je veux dire, qui propose effectivement de déplacer la gestation hors le corps pour pouvoir maintenir sa liberté.
Alors, je fais référence effectivement parce qu'on se dit 6 jours déjà dans une éprouvette et puis à partir de 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois, un enfant peut être pris en charge dans une plus grande éprouvette par les néonatologistes. Donc il ne reste plus que cette partie du tunnel à combler. Bon, le début n'est pas possible parce que c'est vraiment... Mais il y a quand même des travaux qui se font. C'est qu'il faudrait quand même qu'elle le porte un petit peu et... Alors, c'est pas dans ce sens-là. Il y a des situations dans lesquelles vous avez des femmes qui font des avortements tardifs, c'est-à-dire au 4e mois, au 5e mois, et il n'y a pas de solution pour le fœtus, il va mourir. Donc, parce qu'on ne sait pas, avec ses poumons, on ne sait pas le prendre en charge. La création d'un biobag, c'est-à-dire d'un sac en plastique où on met de liquide amniotique et on laisse l'embryon dedans et on le relie par les tuyaux de la circulation extracorporelle comme pour une greffe cardiaque avec des machines, et a été réalisée chez l'agneau et chez d'autres animaux. Et là, actuellement, ce biobag est en discussion, va être en discussion dans l'année 24, voire 25, à la Food and Drug Administration pour créer un protocole avec des équipes de Philadelphie qui sont demandeuses, des équipes en Europe, dans les Pays-Bas, qui sont aussi demandeuses de proposer ça. Alors, c'est important quand même d'y réfléchir. Où est la limite de la viabilité? Qu'est-ce que c'est qu'un fœtus à ce stade-là? Bien sûr, il y a les risques encourus pour l'interrogation, puisque avant de faire, on ne peut pas savoir. C'est le principe même de la recherche, mais on peut évaluer après. Et voilà. Et donc on va rentrer dans ce système-là. Donc une ectogénèse, pour parler dans ce langage-là, c'est un utérus artificiel tardif, c'est comme celui que je viens de raconter pour une ultra prématurité. À mon avis, va être tenté. La gestation toute in plastique, in plastico, je dirais, me semble impossible à réaliser. Et en plus, on peut dire qu'à mes yeux, elle n'est pas souhaitable. Alors justement, je suis frappée par ça plusieurs fois dans votre livre. Vous avez parlé de brouillard tout à l'heure. Vous faites un effort vraiment, j'ai envie de dire, pour nommer les choses, un effort, vous parlez par exemple de dérives sémantiques que vous reprenez, et même là, par exemple, de dater. Alors, à partir de quand, quelle serait la naissance d'un archi-prématuré qui transite par un biobag? La date de naissance, c'est quand? C'est au moment où il transite ou c'est au moment où il sort du biobag? Enfin, vous avez plein de questions comme ça que vous posez. Je les ai vues un petit peu aussi comme le signe de la nécessité de mettre, effectivement, de dissiper un peu ce brouillard avec une science qui avance à fond les ballons, quoi. Enfin, j'ai pas les réponses à toutes ces questions, et le livre pose plutôt des questions qui apportent des réponses, mais il essaye d'être un peu vigilant et d'alerter un peu les esprits pour que, justement, que la réflexion, comme vous le faites d'ailleurs, je dirais, ça nous aide et vice-versa. Le point de vue de l'analyse est quand même très importante dans toute cette démarche. On peut pas, de la psychologie à l'analyse, enfin, et à prise en compte de la personne un peu plus holistique, un peu plus globale, un peu plus ancrée dans le passé, est quelque chose d'indispensable. Donc, voilà, encore faut-il savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est que... Vous m'avez posé une greffe d'utérus, qu'est-ce que c'est qu'un biobag? Qu'est-ce que c'est que des gamètes artificielles? Alors, je reprends ça. Vous avez un homme qui n'a pas de spermatozoïdes, comme ça arrive de temps en temps. Par les techniques de clonage, on peut lui prendre une cellule de la main, enfin de la peau, et on va prendre le noyau de cette cellule qui contient le code génétique. On va le remettre dans un ovocyte, si on l'a de façon légale, un ovocyte d'une jeune femme qui donne ses ovocytes, mais on retire le noyau de l'ovocyte pour mettre le noyau du monsieur. Et donc on a un embryon recréé qui va être de la même génétique que le monsieur. Et quand cet embryon est généré, on fait dériver ces cellules au laboratoire vers des spermatozoïdes. Et du coup, on obtient des spermatozoïdes d'un monsieur qui n'en a pas. Bon. Alors, après, on peut faire... Mais ça, c'est déjà fait chez l'animal. C'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est proche. C'est là l'histoire de la souris tronc? Non, la souris tronc, c'est autre chose. C'est le développement embryonnaire au début. Je dirais, c'est pour ça que je disais d'ailleurs qu'on n'est pas prêt de le voir arriver, l'ectogénèse du début, c'est-à-dire l'implantation d'un embryon sur
sur un lit de cellules endométriales. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est la formation des organes. Parce qu'on essaye de comprendre pourquoi il y a tant de fausses couches, pourquoi il y a des anomalies. Donc, ce sont des essais qui sont faits dans plusieurs pays sur ces embryoïdes, comme on appelle. C'est pas des embryons, des embryoïdes. Alors, c'est quand même de l'humain, ça peut être de l'humain, mais c'est pas formé en tant que personne. Voilà, donc il y a une commission qui s'est créée au niveau de l'Agence de la biomédecine, au niveau de la recherche, parce qu'on touche à des choses très fondamentales. Alors c'est justement, pardon Yves, juste, c'est ce que je vous disais avant qu'on commence à enregistrer l'émission, il y a quand même des moments où cette accélération et toutes ces nouvelles techniques, et justement moi j'ai été très frappée, comme je vous le disais, par la souris sans tête, la souris tronc qui avait été produite. On est saisi parfois par l'angoisse quand même de ce vertige des possibles. Oui, c'est tout à fait vertigineux, c'est les modifications qu'on peut apporter ou les créations entre guillemets que l'on pourrait faire à partir du moment où on a sous la main le système qui se développe, le système humain qui est en train de se développer. Et sur le plan génétique, des modifications qui pourraient être faites, des projections par rapport à telle ou telle qualité que l'on voudrait voir sur l'enfant qui va venir. Cette maîtrise, soi-disant maîtrise de la reproduction, a aussi des côtés qui peuvent être inquiétants. C'est les projections, je dirais, mais enfin, vous savez, il y en a d'autres. Il y en a qui ont pensé avoir des cliniques de reproduction pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un objectif de faire des surhommes et des surfemmes, ce qui était une aberration totale. Oui, et est-ce que vous seriez d'accord avec le fait qu'il y a une dimension où la science avance tout seul? Vous dites d'ailleurs qu'elle va parfois plus vite une fois que c'est engagé que l'humain. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous posez à l'occasion souvent la question de comment certains médecins ont pu accepter ou faire certains actes. Sur fond de questions que vous posez, est-ce que tout ce qui est possible est souhaitable? Alors, la réponse est non. La réponse est non, et en même temps, est-ce que poser la question n'est pas un petit peu savoir que tout ce qui est possible sera fait? On sait bien. Oui, alors, sera fait. Beaucoup de choses seront faites. Maintenant, par exemple, je vais vous prendre un autre exemple. Le clonage. Il a été fait chez l'animal par la naissance de la brebis. La brebis Dolly. Dolly. Il pourrait être tenté chez l'humain, mais il y a quand même une opposition forte de réalisation. Donc il y a des choses qu'on a faites sur lesquelles on est revenu. Et il faut favoriser ce mouvement de va-et-vient basé sur l'évaluation. Mais vous ne pouvez pas stopper la connaissance. C'était le professeur Jean Bernard qui disait ça. Il disait que de toute façon l'humain, homme ou femme, souhaite tellement comprendre qu'il poussera toujours à essayer de faire ce qui est peut-être pas applicable. En tous les cas, c'est la vigilance. Et c'est pour ça que dans ce domaine-là, l'éthique et la vigilance et un point de vue de la société dépassent l'humain en blouse blanche dans son laboratoire, dans ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire. Alors, il faut j'avais envie de dire quelque chose quand même. Vas-y. Vous terminez votre livre en disant que vous ne pouviez pas faire autrement que d'être frappé par le film Oppenheimer. Lacan a beaucoup parlé de l'angoisse du scientifique. Je sais pas. En tout cas, nous, est-ce que vous l'éprouvez? Oui, quand je vois, si vous voulez, quand je vais dans les congrès en Inde et je vois cette succession de boutiques qui vendent du bébé, on va dire. Quand je vois en Californie la même chose d'ailleurs, où le manque de considération sur des personnes, on les voit plus que par un bout d'ovaire ou un bout de spermatozoïde, oui, ça me panique et ça m'angoisse. Par contre, à l'inverse, j'ai trop vécu et j'ai eu la chance de vivre aussi bien, je vais dire, sous le microscope, bien que je ne sois pas au laboratoire tout le temps, mais quand même, et à la naissance 9 mois plus tard, puisque j'étais aussi accoucheur, ces moments extraordinaires de rencontres d'enfants désirés. Donc ça, c'est quelque chose de... donc, c'est cette complexité
d'un millefeuille qui a des feuilles tout à fait négatives et des feuilles tout à fait positives. Alors, je ne sais pas dans quel sens, d'ailleurs. On peut les mettre les premières au-dessus. Mais c'est cette complexité. Voilà, on pourrait faire... Alors, oui, je me disais d'ailleurs complexité, que bon, là on n'a pas le temps d'en parler parce que il faut qu'on passe à la séquence suivante, mais il y a un mot que vous employez qui est celui du mystère, et qui est quelque chose vous parliez de l'échec tout à l'heure, mais le mystère, il y a parfois, voilà, on n'y arrive pas, on ne sait pas pourquoi ça a marché aussi, éventuellement. Et donc, je me dis que ce serait peut-être un peu le mot de la fin. Et il me reste à vous remercier beaucoup de cette conversation avec vous, professeur Friedman. On passe à la séquence suivante avec notre collègue Angèle Terrier qui va venir nous parler de l'enfant et de la psychanalyse. Bonjour Angèle Terrier, vous êtes psychanalyste, vous exercez à Paris, vous avez une pratique en tant que psychanalyste, pas seulement, mais aussi avec des enfants, et vous êtes à l'initiative avec quelques-uns et directrice d'un lieu d'accueil enfants-parents, le CLAP à Paris. Mais vous êtes aussi la directrice de la 8e journée de l'Institut psychanalytique de l'enfant du champ freudien, qui se tiendra le samedi 22 mars prochain, en 2025, donc, au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, sous le titre « Rêves et fantasmes chez l'enfant ». Alors, première question, quelle place la psychanalyse donne-t-elle à l'enfant? Comment le considère-t-elle? On parle beaucoup de l'enfance dans la psychanalyse et une place considérable y est donnée à l'infantile. Tout à fait. Donc, dans la psychanalyse, au fond, le savoir de l'enfant, qu'il soit su ou non su, est un savoir authentique et accueilli comme tel. Lacan considérait l'enfant comme un sujet de plein exercice et certainement pas comme un être en devenir. Jacques-Alain Miller a transmis à plusieurs reprises comment Lacan s'adressait aux enfants avec beaucoup de respect. En aucun cas, il ne faisait l'enfant quand il s'adressait à un enfant, et ceci avait pour effet que l'enfant lui répondait avec un sérieux et en posture de responsabilité. Donc, dans l'orientation lacanienne, disons qu'il n'y a pas de spécialiste de l'enfance, ni d'aucun âge de la vie d'ailleurs. Un psychanalyste peut recevoir tout sujet qui s'adresse à lui, car l'inconscient ne connaît pas le temps, disait Freud. Même si certains praticiens sont plus enclins que d'autres à recevoir des enfants, donc en ont davantage l'expérience, ce n'est jamais au titre d'une formation spécialisée qu'un analyste reçoit un enfant, car la seule formation qui vaille et qui peut produire un analyste est celle qui résulte de sa propre psychanalyse. Donc si on vous suit, Angèle, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de temps propre à l'enfance. Alors, pas tout à fait. Finalement, on a déduit de la découverte freudienne le caractère déterminant des premiers mois et années de la vie. La pratique et les théories analytiques concernant l'enfance tendent depuis toujours à être dominées par une certaine perspective du développement. Et aujourd'hui, c'est même la thèse neurodéveloppementale qui veut s'imposer partout, en lieu et place de la causalité psychique. On n'hésite pas à parler du développement neurotypique de l'enfant. Et donc, avec Lacan, le développement cède la place à l'histoire. Car il a mis en évidence que dans le champ du langage, grandir ne relève pas d'une simple maturation, et encore moins d'un apprentissage, mais que ce processus inclut que le sujet donne un sens à ce qui lui arrive. Et au fond, ce don de sens est capital, c'est-à-dire la manière dont l'enfant va s'approprier des faits objectifs et ce qui nous oriente en psychanalyse. Il y a certainement une incontestable maturation biologique de l'organisme, mais il ne s'agit pas d'un processus égal pour tous. Chaque sujet va se situer différemment face à ce qui lui arrive, et c'est justement là que se situe sa singularité et donc sa différence absolue. Il y a donc un temps logique propre à l'enfance et aussi un temps lié au déplacement de sa libido.
Mais bien qu'il soit donc un sujet de plein exercice, il ne s'agit surtout pas de dissoudre l'enfant dans la psychanalyse. Alors on a beaucoup parlé avec le professeur Friedman de la crainte ou des dangers de l'objectivation de l'enfant, que l'enfant soit qu'un objet au fond. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'enfant se constitue en tant que sujet d'un point de vue psychanalytique? Oui, alors dans la préface du livre d'Hélène Bonneau qui s'appelle « L'inconscient de l'enfant », Jacques-Alain Miller a écrit que l'homme naît dans les fers, puisqu'au fond, il est prisonnier du langage, et donc son statut premier, en effet, est d'être objet. L'enfant est dépendant de l'autre qui lui donne des soins et qui lui parle. Et la clinique de l'enfant montre bien comment l'enfant naît de cette masse de signifiants qui le recouvrent et qui l'interprètent également. Et finalement, c'est en s'aliénant à l'autre du langage, en supportant, si je puis dire, de se faire représenter par des signifiants dans la chaîne signifiante, qu'un sujet va s'extraire de cette position fondamentale d'objet. Mais cette opération, au fond, comporte un reste. Cette extraction comporte un reste qui s'appelle l'objet petit a en psychanalyse, et cet objet petit a est à l'œuvre dans la manière dont un sujet va diriger son désir et donc son existence. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des parents, justement, dans tout ça? Les parents qui amènent leur enfant, éventuellement, aussi bien au cabinet, pour rencontrer un analyste. Quand on reçoit une famille, effectivement, quand des parents consultent pour leur enfant, il y a un enjeu. C'est-à-dire que pour faire une place à l'enfant, il faut tisser un lien avec également ses parents. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut, pour créer une offre rendant possible qu'un travail se développe avec un enfant, il faut pouvoir aussi tisser un lien transférentiel avec ses parents. C'est, je dirais, la particularité de la pratique avec les enfants. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que l'enfant, c'est là où la manœuvre est délicate, c'est que l'enfant, tel qu'il est parlé par ses parents, convoque immédiatement cette position d'objet dont on a parlé tout à l'heure dans leur discours. Et donc, il y a une manœuvre à trouver pour que l'enfant soit pas immédiatement écrasé par ce que les parents viennent dire de lui, et il faut pouvoir aller à sa rencontre, supposer que lui, au fond, a forcément quelque chose à dire de distinct de ses parents, pour qu'il y ait chance qu'une rencontre analytique ait lieu avec un enfant. C'est-à-dire que finalement, le symptôme de l'enfant lui appartient toujours et n'est forcément nécessairement pas conforme à ce que les parents disent de ce symptôme et disent de leur enfant. Et à la fois rabattre le symptôme sur la demande des parents produirait une fermeture, et en revanche, desserrer le discours dans lequel un enfant peut s'être trouvé coincé à un moment donné, peut ouvrir le chemin de son désir. Alors, certains peuvent taxer la psychanalyse, je dirais, de familialiste. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais le professeur Friedman, dans son livre, indique qu'avec les avancées de la science, le schéma parental se trouve touché radicalement. Notre collègue François Ansermet a eu l'occasion à plusieurs reprises de développer des exemples pour montrer cela. La question qu'on voudrait vous poser, c'est comment Lacan s'est-il lui intéressé à la famille et où il en situe la question dans le rapport à l'enfant en 1969, dans sa note sur l'enfant, qui est un texte crucial sur la psychanalyse et les enfants, Lacan aborde la famille conjugale comme étant le lieu d'une transmission nécessaire à toute constitution subjective. La famille, dans sa forme nucléaire, reste ce lieu d'une transmission nécessaire à toute constitution d'un sujet et, dit-il, impliquant la relation à un désir qui ne soit pas anonyme. Oui, si je peux juste t'interrompre. Effectivement, c'est une question que vous évoquiez, je trouvais, avec la question de l'utérus artificiel. Vous disiez, qu'est-ce que ça pourrait donner à un enfant qui grandit dans le silence de la machine. Enfin, d'où l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose d'un désir qui doit accompagner, au fond, la naissance d'un enfant. Parce que si c'est machinique, on a toutes les... Au fond, ce que Spitz a rencontré dans le phénomène d'hospitalisme, par exemple. Spitz, et Bowlby aussi. C'est ça, donc au fond,
un désir non anonyme est la condition nécessaire pour qu'un sujet puisse se constituer en tant que tel. Et donc Lacan, dans ce texte, définit une des formes du symptôme de l'enfant comme se trouvant, dit-il, en place de répondre à ce qu'il y a de symptomatique dans la structure familiale. Et au fond, le symptôme de l'enfant, dans ce cas-là, dont parle Lacan, s'articule précisément aux symptômes que le couple lui-même forme, c'est-à-dire la manière dont le couple s'est formé, la manière dont le couple ce qui est au joint le plus intime, je dirais, de la formation de ce couple. Il se trouve que parfois, le symptôme de l'enfant vient se loger là, vient s'accrocher. Il répond, quoi. Il répond, voilà. Et en cela, le symptôme naît précisément là où ça rate, là où la jouissance ne se laisse pas toute capturer par l'ordre symbolique. Et en cela, le symptôme est pris dans la jouissance familiale qui peut se manifester par un non-trop, par un ça ne cesse pas, et qui peuvent du coup amener ses parents à amener l'enfant rencontrer un psychanalyste. Alors, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'autodétermination. On a beaucoup eu ces sujets-là qui sont arrivés aux premières loges, on va dire, du débat, des débats sociétaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette parole de l'enfant qui est devenue, me semble-t-il, un enjeu politique aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Et au fond, dans le fil de ce que je viens de dire, on voit comment l'enfant ne peut pas être pris tout seul. Il ne peut pas être détaché de son bain de langage, détaché de l'autre dont il dépend structurellement. Et effectivement, soutenir ça aujourd'hui est un acte politique qui ne va pas de soi. Là où les théories de l'autodétermination s'affirment et pourraient conduire à effacer toute différence entre l'enfant et l'adulte. Et finalement, donner toute sa place à la clinique de l'enfant est au cœur du travail de l'Institut psychanalytique de l'enfant, donc du champ freudien, qui tiendra d'ailleurs sa prochaine journée, comme Yves le disait, le samedi 22 mars 2025, sur le thème « Rêve et fantasme chez l'enfant », et lors de laquelle, on l'entend bien dans le titre, l'inconscient de l'enfant sera à l'honneur. Et il y sera question, entre autres, de comment le sujet naît à la réalité et au désir, tel que l'a écrit Daniel Roy dans son texte d'orientation de cette journée, qu'on peut lire sur le site de l'Institut de l'enfant, institut-enfant.fr, et ainsi que toutes les informations scientifiques et pratiques à venir autour de la préparation de cette journée. Alors peut-être que vous nous ferez l'honneur de venir, professeur Friedman. Je viens d'entendre une invitation. Ben voilà. Merci beaucoup Angèle, merci professeur Friedman. Notre émission touche à sa fin, donc nous n'avons plus qu'à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine.